docteur Delphine Parmentier. Tu es docteur en biologie. Tu as soutenu en 2016? 2014. 2014, la meuf n'a rien suivi. Et toi en 2016, ma grande? Ouais, c'est pas comme si on avait bossé dans le même institut, hein, bref. Je me souviens très bien de ton Oui, cours. 2014. C'était Halloween, non? Ton cours de thèse. Ouais, pas loin, ouais. Pas loin, c'était le 27 octobre. Ah ben voilà, c'est ça. Donc 2014, à Strasbourg, à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire au CNRS. Pourquoi tu as fait une thèse? Quelle drôle d'idée. Alors, pourquoi j'ai fait une thèse? Parce que tout simplement, ce que je faisais déjà en amont de la thèse me plaisait beaucoup. J'aimais bien la diversité, on va dire, exploratoire de tout ce qu'on a pu voir à la fac. Et après, arrivé en master, le thème que j'avais choisi, enfin le sujet de mon master, en fait, me plaisait énormément. C'était de la microbio essentiellement. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas aller au bout de la démarche, en fait, tout simplement, parce que j'avais longuement hésité à arrêter le master, à pas partir en thèse, enfin, oui, non, oui, non, oui, non. Et finalement, je me suis dit, bon, je suis lancée, ça me plaît, donc je vais au bout du truc et je verrai après, en fait. Et c'est ce qui fait. Excellent. On verra ça plus tard. Ouais, non, mais de toute façon, en fait, comment dire, j'avais un peu regardé, à vrai dire, déjà les débouchés possibles, on va dire, professionnels après un master. Et à vrai dire, je trouvais rien qui me convenait vraiment. Il y avait rien de, je sais pas, il y avait rien de vraiment inspirant, on va dire, pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que j'aime ce que je fais en ce moment, je vais au bout de la démarche et je verrai si je peux trouver quelque chose de plus sympa par la suite. Et c'est ce qui fait que je suis allée vraiment au bout du diplôme, quoi, au bout du Ok. cursus. Et alors, pour la petite info, tu avais quoi comme financement? Est-ce que tu as passé le concours? Est-ce que c'était autre chose? Non, c'était un financement CNRS DGA 50%, 50% en fait. Ah oui, 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 excellent. Et donc Ouais. ça, c'est le laboratoire qu'il avait déjà et tu t'es positionné là-dessus ou est-ce que tu as dû, toi, faire des choses pour obtenir ces financements? Non, bah non, on n'y coupe pas, hein. J'ai dû monter le dossier avec un très très bon argumentaire pour justifier le fait qu'effectivement mon sujet de thèse valait la peine d'être financé Ok, et que voilà, non, non, il y a eu un dossier, une candidature de fait à ce moment-là. super intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire en deux, trois phrases sur quoi tu as travaillé? En gros, je travaillais sur une protéine qui était potentiellement impliquée dans la régulation de la virulence chez le staphylocoque doré euh, par liaison, ouais, grosso modo par liaison aux ARN régulateurs en fait, qui sont impliqués dans tout ce process de virulence de la bactérie. Ok. Alors, si je me souviens bien, ce qui n'est peut-être pas le cas, on l'aura vérifié tout à l'heure, tu as eu un premier financement de 3 ans et tu as dû faire des Ouais. démarches parce que tu voulais faire une quatrième année. Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est ça. Ben, en fait, arrivé à quelques mois de la fin de la troisième année, comme tout le monde, ça a été un peu le stress. J'avais pas vraiment beaucoup de résultats. J'avais pas ce qu'il fallait, on va dire, pour l'éventualité de continuer sur un postdoc. Pourquoi pas, hein, j'avais pas complètement exclu l'idée après tout. Et je m'étais dit, mince, ça c'est quand même dommage d'arrêter là, de pas, enfin voilà, de pas pouvoir développer un peu le projet, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai cherché un autre financement pour une quatrième année. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un poste d'ATER, en fait, donc attaché d'enseignement et de recherche. Et ma candidature, encore une fois, que j'ai dû soumettre, hein, donc monter le dossier, etc., a été acceptée. Donc c'était super chouette parce que du coup, j'ai pu faire de l'enseignement vraiment à la fac, ce que je connaissais pas du tout et qui m'a énormément plu pour le coup, tout en pouvant poursuivre mon projet de recherche sur la quatrième année de thèse. Donc, c'était super sympa. Bravo pour ces dossiers qui ont été acceptés et tout. C'est la grande classe, la grande classe. Et donc, tu as donc pas de monitorat pendant les 3 premières années. Et après, comment tu jongles entre, tu fais tes recherches et tu as des heures d'enseignement, je me souviens des copies à corriger. Ça, c'était rigolo. Ouais, ouais, bah écoute, après, il y a des heures, en fait. Moi, je monitorais des TP, en fait, essentiellement. Et du coup, il y avait des plages horaires imposées. Donc, il fallait s'organiser autour de ça. Voilà, je planifiais mes manips, en gros, autour de ces horaires-là de TP. Et après, tout ce qui était correction de copies, préparation d'examen, ça, j'essayais de le faire plutôt en dehors. Parce qu'effectivement, ça reste quand même super chronophage, en fait, de passer entre guillemets 4 à 5 heures dans la journée sur une journée complète
avec les manips à préparer en parallèle, avec le projet à faire tourner, c'est sûr que c'est une organisation, quoi, tout simplement. Et du coup, voilà, ça, je faisais attention, disons, à participer dans la journée uniquement au TP et je faisais tout ce qui était les travaux qui allaient autour, donc préparation d'examen, préparation ETP, préparation de tout ça. Je le faisais en dehors de mes heures, en fait, pour essayer d'optimiser, hein, c'est tout, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que faire que de la recherche en thèse, c'est pas assez. Non, 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 Il faut non. ajouter un peu plus de challenge. Ok, Ouais. génial. Et sur le plan plus peut-être relationnel ou personnel, comment tu as vécu ces 4 années? Contente, pas contente, un mélange des deux Un mélange des deux, je pense, mais comme beaucoup de monde, en fait, parce que c'est assez simple. En fait, j'ai rencontré des super personnes. J'ai fait beaucoup de contacts, n'est-ce pas, avec plein de monde que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai encore des relations, donc aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il y a quand même une part de frustration, hein, finalement, mais qui n'est pas liée aux relations humaines réellement, hein. C'est vraiment la relation au projet, en fait, plutôt, qui était très frustrante parce que, comme tous les arts qui se respectent, voilà, les résultats tardent à venir. Il y a toujours cette part de frustration technique, on va dire, qui fait que, bon, c'est pas. Voilà. Des fois, c'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'après, voilà, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du challenge. Et puis, heureusement, il y a des gens qui sont là pour aider, hein, les personnes qui sont beaucoup plus expérimentées, qui ont déjà un certain nombre d'années derrière eux et qui peuvent t'aiguiller un peu pour gérer ça, quoi. Donc Ok. ça va. Et alors, nous transportons donc au 27 octobre 2014. Tu es le docteur Delphine Parmentier. Est-ce que à ce moment-là, tu sais déjà quelle est la suite ou tu ne sais pas du tout Alors, je dirais que je savais ce que je voulais pas. C'est déjà pas mal. Mais ça, après, ça datait d'un petit moment. En fait, je savais déjà en tête que je ne souhaitais pas poursuivre. Enfin, ça je l'ai surtout réalisé, on va dire, à la fin de la 4e année, hein, puisqu'à la fin de la 3e, à vrai dire, je me laissais encore un peu le choix, j'avais encore un peu le doute. Mais là, à la fin de la thèse, je savais que je ne poursuivrais pas. Donc, je savais que je voulais sortir de ce système-là de recherche fondamentale, de postdoc, de concours pour être chargée de recherche, etc. Et du coup, je savais ça, mais je ne savais pas vers quoi j'allais me tourner. Donc, dans un premier temps, j'ai été au chômage, en fait, parce que je n'ai pas poursuivi, du coup, dans cette voie-là. Et le temps que j'ai passé au chômage, je me le suis donné pour bien réfléchir, en fait, à ce que je voulais faire. Donc, ça m'a pris un certain temps, parce qu'encore une fois, moi, je peux pas vraiment concevoir qu'on travaille dans un truc qu'on n'aime pas, en fait. Donc, je regardais beaucoup de choses, je prenais beaucoup d'informations et c'était jamais évident. C'était jamais évident. C'était, ouais, bof, non, non, j'ai pas envie de faire ça. Non, ça me plaira pas. Non, ça, je suis pas faite pour. Enfin, bon, voilà quoi. Après, et du coup, je me suis laissé un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et ça m'a quand même pris une bonne année, ouais, un peu plus un an et demi à peu près, le temps de vraiment me dire, OK, c'est là-dedans que je vais. Donc, j'ai choisi, en fait, après quasiment un an et demi de chômage, de faire une formation complémentaire à mon diplôme. Et là, je savais vraiment où j'allais mettre les pieds, quoi. D'accord, génial. Alors, temps mort, stop, arrêtez tout. Alors, tu as dit un truc super important, je pense que c'est vraiment essentiel pour notre audience aujourd'hui et pour le replay. Tu as dit, je suis allée chercher beaucoup d'infos. Ouais. Alors, tu allé chercher quoi où? Eh bien, écoute, concrètement, comme une gamine qui arrive au bac et qui se demande ce qu'elle veut faire comme métier, je suis allée voir ce qu'il y avait comme possibilité, toujours dans le rayon de la science, on va dire, parce que ça, je savais que ça me plaisait et que j'allais continuer quelque part là-dedans, c'était sûr. Mais je suis vraiment, en fait, je me suis tournée plus vers la recherche clinique en tant que telle. Donc, j'ai exploré cette voie-là via Internet, tout simplement en regardant, voilà, quel job, en fait, en recherche clinique pourrait me correspondre, qu'est-ce que j'aimerais faire, surtout. Et voilà, et je suis partie là-dedans, j'ai cherché plein de choses, plein d'infos sur plein de sites Internet, et j'ai fini par trouver chaussures à mon pied, en fait. D'accord. Donc, concrètement, tu es dans la barre de recherche Google et tu tapes métier recherche clinique et tu vois ce qui sort, des choses comme ça. Ouais, rechercher peut-être aussi des noms via les laboratoires en fait que je Mhm. connaissais en fait à l'époque, hein, regarder un peu leurs offres d'emploi, ce qu'il y avait de disponible, quelles étaient les compétences demandées aussi, le niveau d'études, parce que mine de rien, c'est pas forcément super important, mais il y a toujours un minimum qui est exigé. Donc, OK, est-ce que j'y ai accès ou pas? Bon, là, en l'occurrence, j'étais allée au bout du cursus, donc ça ne devait pas forcément me poser de problème, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'était surtout sur le plan des compétences demandées et des connaissances
aussi, quoi. Donc vraiment, j'y suis allée comme ça, quoi. Et tu t'es pas servi de ton réseau, alors que ce soit les personnes que tu connais en vrai de la vraie vie ou sur LinkedIn au hasard? Au hasard. Eh bien, écoute, oui et non, parce que plus non que oui, à vrai dire, parce qu'à cette époque-là, je connaissais pas forcément beaucoup de personnes qui bossaient dans ce champ-là, en tout cas. Euh, Après, j'étais pas non plus très informée sur le poste que je voulais atteindre. Je savais pas tellement vers quoi me tourner. J'étais en pleine recherche. Donc, c'est vrai qu'il fallait aussi pouvoir communiquer avec les bonnes personnes, celles qui potentiellement pouvaient m'amener où je voulais, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais pas forcément des masses d'infos là-dessus, sur moi-même, en fait, sur mon futur métier, entre guillemets, Mhm. et sur les personnes qui potentiellement pouvaient m'aider dans cette démarche-là. Donc, j'avoue que ça a été peut-être un peu plus secondaire. Ça, c'est arrivé peut-être plus après ma formation complémentaire, en fait. Là, vraiment, je me suis tournée vers les personnes parce que du coup, évidemment, j'avais une idée précise de ce que j'étais en train de faire et de ce que je voulais faire. Et donc là, j'ai commencé à nouer des liens avec même des personnes que je connaissais pas forcément, en fait, via mon organisme de formation. Donc là, ça a été plus proéminent, on va dire, que d'entrée de jeu, quoi. Ok, je vois. Alors, donc, tu es au chômage pendant un peu plus d'un an et demi. Ouais. Tu nous parles d'une formation. Alors, c'est quoi cette formation? C'est où? Ça amène à faire quoi? Alors, c'était une formation, enfin, ce qu'ils appellent une qualification professionnelle, en fait, en data management clinique. C'est une formation en accéléré, on va dire, de 7 semaines, pendant lesquelles tu apprends, en gros, qu'est-ce que c'est que le développement d'un médicament, quelles sont les différentes phases de développement d'un médicament, et en particulier, à gérer les données qui sont relatives aux essais cliniques, en fait, qui produisent ces médicaments. Donc ça, c'était vraiment le but ultime pour moi de cette formation, quoi. Et c'est tous les médicaments, parce que j'imagine même pas comme ce monde doit être ultra méga vaste. Bah oui, enfin, c'est de la, j'ai envie de dire, c'est de la pharmaco en général, quoi. C'est, enfin oui, c'est ça, c'est du développement de médicaments, donc ça peut être vraiment, ça peut être n'importe quoi. Tout dépend après pour qui tu travailles après la formation, bien entendu. Tout dépend pour qui tu bosses, mais effectivement, c'est en général le développement du médicament, quoi, Ok. qui est Donc, tu touché. as dit 7 semaines. C'est ça, ouais, tout Ça à doit être fait. ultra intense. Enfin, j'imagine même pas la quantité d'infos à engranger en si peu de temps. Ouais, c'était très intense, à vrai dire. C'était très dense. Cela dit, après coup, c'était très, très bien fait. En fait, c'est le groupe Clinact Formatis qui propose ça. Ils sont en région parisienne, en fait. Et la formation se déroulait à Vélizy, pour être exact. Et Ok. en fait, c'est ce qui est absolument génial avec cette formation-là, avec cet organisme, c'est que de une, c'est un organisme qui est reconnu. Donc, c'est une formation vraiment, enfin, normalement, quand tu passes un entretien, les gens doivent pouvoir te dire, ah ben oui, oui, évidemment, parce que tout simplement, eux-mêmes font aussi du data management. En fait, ce sont des personnes, c'est ça qui est absolument génial, c'est que c'est pas de la théorie comme on l'entendrait à la fac. Ce sont des opérationnels, des personnes opérationnelles en fait qui forment les gens qui arrivent chez eux pour faire cette formation. Et donc du coup, enfin, t'es dans le monde réel en fait. Tout en étant en formation, tu touches vraiment le truc du bout des doigts, quoi. C'est Ouais, super ouais. bien fait. Ça me fait penser à la propre formation moi, que j'ai faite après ma thèse. C'est aussi des personnes, ils viennent nous enseigner leur métier, c'est ce qu'ils font. Et ils ont quelques heures comme ça Ouais. d'enseignement dans les formations. Et je pense que ça fait vraiment, enfin, ça contribue à la valeur ajoutée de ce type de Ah formation. oui, 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 complètement. Ouais, ouais. Est-ce que cette formation était sûrement payante? Oui, absolument. Et, et du coup, là encore, j'ai eu le droit de monter un dossier. Ah, ça t'avait manqué? Ah, mais oui, mais tellement. Non, non, j'ai fait prendre en charge en fait les frais de formation à Pôle emploi à l'époque, Ah oui. qui avait la possibilité de le faire. Donc, encore une fois, j'ai dû monter un dossier en justifiant du pourquoi, du comment je souhaitais aller dans cette formation-là et pas une autre, compte tenu de mon cursus, etc. Et, euh, et c'était chouette parce qu'une fois de plus, ça a été accepté et c'est quand même bien parce que c'est un coût, mine de rien, qui n'est pas négligeable, en particulier quand tu es au chômage, même si effectivement les parents sont derrière. Mais voilà, ça reste toujours un coût, quoi qu'il en soit. Et Pôle emploi proposait la prise en charge de ces frais-là, donc j'en ai bien profité.
Bon, génial, ben, tu as bien raison. Mais du coup, ça tombait super bien que tu avais déjà une certaine expérience en rédaction de dossiers pour aller demander un Ouais. financement. Tout le monde n'a pas ce background, si je peux dire, quand on est en thèse. Donc là, super, compétences transversales pour, dans une Ouais. situation que tu n'avais peut-être pas du tout anticipée quand tu étais en thèse, en fait. Ah, pas du tout. Absolument pas. Et ben voilà, c'est cadeau, boum. Excellent. Est-ce qu'il y avait un stage avec cette formation? Ça se passe comment? Eh bien, même pas. C'était vraiment concentré sur cette semaine. Tu avais des contrôles continus, en fait, un peu comme à la fac, en fait. Tu avais des contrôles continus et à la fin, tu avais un oral, on va dire, final. Et donc, basé sur l'ensemble de tes résultats entre les contrôles continus et l'oral, on te délivrait ou pas, mais bon, j'imagine que c'est extrêmement rare, la certification, en fait. Ouais. Oui, j'imagine qu'après, quand tu es dans ce genre de formation, alors peut-être que tout le monde n'a pas un doctorat pour faire cette formation, mais si c'est le cas, bah, tu n'as pas loin de 30 ans, bah, tu te donnes les moyens d'arriver, tu n'es pas là pour... Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, non, non, c'est sûr, si déjà tu t'investis là-dedans, autant mentalement que financièrement, finalement, parce que ça compte aussi, mine de rien. Je pense que tu fais quand même l'effort de faire la démarche comme il faut, quoi. Bien sûr. Du coup, là, en termes de chronologique, on est à peu près fin 2016, plus ou moins, voilà, un an et demi, un peu plus après ta thèse. Oui, c'est ça. Ça s'est fini en juin 2016, cette formation-là. Ok. Et te Ouais. revoilà donc sur le marché de l'emploi en juillet 2016. Et alors, Mhm. que s'est-il passé? Et ben, ce qui s'est passé, c'est que il me semble avoir fini mi-juin 2016 cette formation et mi-juillet 2016 j'étais embauchée. Et boum! C'est ça. Et bim et boum. Sachant que c'était fou, enfin, pour moi c'était incroyable parce que je venais de passer quand même un an et demi à quand même envoyer des candidatures, tu vois, par moi-même, à droite, à gauche, en me disant, voilà, jamais de retour, jamais rien, pas un mail, pas un appel, si une fois, je crois, un seul appel, une seule fois. Ok. Et là, je finis la formation. Il se passe pas un mois entre la fin de la formation, ma première embauche, mais alors entre-temps, par contre, toutes les candidatures que j'ai envoyées, j'ai tout eu un retour, quoi. Ah, C'est-à-dire que un truc de ah ouais, fou. ouais, c'était incroyable. Là, au moment où j'étais embauchée dans ma première boîte, en fait, donc c'était Kayantis en juillet 2016. Et juste avant, il y a des gens qui répondaient, ah oui, oui, c'est bon, on veut vous interviewer pour, enfin, vous faire passer l'entretien pour tel poste, machin, etc. Et puis, ben, ma foi, j'ai eu la chance, en fait, de choisir l'endroit où je voulais aller finalement. Et ça, c'est juste génial, quoi. Et la classe. Bah, c'est trop bien, c'est super bien. C'est une Ouais, chance énorme. ouais, ouais, ouais. On peut avoir l'impression, et moi c'était clairement mon cas, hein, après ma thèse, d'aller prendre quelque chose bah, par défaut, juste l'idée de faire quelque chose, c'était rassurant et d'avoir un C'est salaire. ça, ouais. Et, parce que donc là, si je comprends bien, tu as fait plusieurs entretiens et donc on t'a accepté à plusieurs postes. Eh bien, écoute, même pas, parce que en vérité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé les candidatures, j'ai eu des retours me disant on vous convoque tel jour pour passer l'entretien. Et en fait, il se trouve que j'avais déjà accepté le contrat chez Kayantis, donc j'ai même pas eu à passer plusieurs entretiens. C'est-à-dire que j'ai passé directement l'entretien chez Kayantis, j'ai été prise dans la foulée. Je crois que ça s'est passé genre un lundi, j'ai passé le premier entretien là enfin, dans la région, pas dans la mienne du coup, mais en Alsace. Le jeudi, je suis partie à Grenoble pour passer un deuxième entretien au siège de la boîte et le lundi suivant, je commençais quoi. C'était vraiment quelque chose d'hyper rapproché. Comme ça, quoi. Ça s'est fait en deux-deux. Enfin, Ok. Et alors, tu es resté combien de temps chez Kayantis et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, c'était quoi tes tâches, tes responsabilités sur ce poste-là? alors, Cayenne 6, j'y suis restée ben, de juillet 2016 à septembre 2019, hein, donc presque 3 ans finalement, Mhm. un peu plus de 3 ans. Et donc là, alors eux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient tournés, parce qu'il y a différentes catégories hein, de data management clinique, on va dire. Ah, Eux, il faut ils que tu étaient, ils étaient tournés exclusivement vers les questionnaires de qualité de vie patient. Donc moi, je ne traitais que ces données-là, en fait. Et donc, dans ce champ-là, bah, c'était mon premier boulot, ça fait bizarre de dire ça. Dans ce champ-là, moi, j'étais vraiment garante, si tu veux, de la qualité de ces données-là. C'est-à-dire que j'allais regarder ce qui nous arrivait. En fait, en gros, les patients, si tu veux, remplissaient leurs données sur n'importe quoi, un device, enfin, un smartphone ou une tablette ou n'importe quoi, un appareil qui permettait de renvoyer les données vers nous, en fait, via notre plateforme. Et moi, donc, je récupérais ces données-là sur cette plateforme-là
et je vérifiais tout ce qui était qualité de données. Donc, par rapport au protocole, enfin, la cohérence par rapport au protocole, euh, la logique, tu vois, enfin, c'était la qualité de données vraiment pure et dure, on va dire. Donc, j'allais me retourner vers les sites cliniques qui faisaient remplir ces questionnaires-là aux patients pour leur dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'allais faire de la réconciliation de bases de données entre notre base de données et celle ce qu'on appelle des external vendors. En fait, ce sont d'autres boîtes qui nous renvoient d'autres types de données qui doivent être identiques entre chez eux et chez nous. Il y avait ça, j'ai beaucoup participé aussi à de la rédaction de documents, j'ai participé à pas mal de meetings internes, externes, avec les équipes cliniques aussi pour dire, voilà, on en est là, il y a actuellement tant d'incohérences listées de notre côté, il faudrait regarder avec tel site clinique pour qu'ils commencent quand même à y répondre parce que c'est important, il y a une analyse qui arrive, etc. Ça, c'était mon job vraiment chez eux, quoi. Ok. Et quand tu as pris ton poste, tu t'es sentie vraiment à ta place opérationnelle et tout, ou complètement larguée? Non, assez opérationnel en fait. Alors, il y a juste une chose, c'est que comme je disais, KINT, je l'ai précisé, c'était vraiment de la qualité de vie, des données de qualité de vie patient, ce qui était légèrement différent de ce que j'avais fait en formation, parce qu'en formation, c'était vraiment le recueil de données médicales. Donc, éventuellement, c'était la seule nuance. Cela dit, après, c'est pas beaucoup plus compliqué à traiter, voire c'est pas du tout plus compliqué à traiter que ça. C'est juste que le système était légèrement différent par rapport à ce qu'on m'avait appris en formation. Mais ça, après, j'ai envie de dire, quand tu changes de boîte, de toute façon, tu as toujours des process qui vont changer, tu as toujours des choses qui vont être faites différemment. Donc, partant de là, honnêtement, c'était vraiment pas. Enfin, je me suis pas sentie larguée du tout. En plus, j'avais mes collègues, deux de mes collègues, dont une d'ailleurs avec qui on a fait l'université ensemble, la fac ensemble, qui était là avant moi et qui du coup pouvaient me dire, regarde ça, on fait ça comme ça, c'est tout simple. C'était vraiment, non, non, j'étais très très bien à l'entrée de mon premier poste. Ok, génial. Et alors, est-ce que c'est exclusivement du travail sur ordinateur ou, enfin, non, tu parlais de réunions, etc. Je sais pas, est-ce qu'il y a des déplacements sur ces métiers-là? Alors, je pense que, dépendant des boîtes, je pense qu'il peut y avoir des déplacements. Après, moi, pour l'instant, j'ai pas pour l'instant connu ça. À mon niveau, à moi, il n'y en avait pas, tout simplement parce que, enfin, il n'y en avait pas, oui et non. Il y avait les déplacements vers Kayantis qui étaient basés, donc, enfin, dont le siège était à Grenoble. Donc, effectivement, comme on n'était que trois, à vrai dire, à travailler en data management en Alsace et que tout le reste de la boîte était à Grenoble, on se déplaçait effectivement là-bas pour voir les autres personnes parce que c'est bien toujours de garder le lien en présentiel en plus du distanciel qu'on a avec Teams et autres moyens technologiques. Donc, il y avait vraiment essentiellement ça comme déplacement. Après, il n'y en avait pas plus que ça. Il n'y avait pas, je veux dire, de réunions, on va dire, de grosses réunions avec le client en présentiel. On n'avait pas ça. Ça, c'était plus à distance et c'était souvent pour faire un point, justement, comme je le disais, par rapport à l'avancée de l'essai clinique où on en était. Et ça justifiait pas forcément de faire déplacer le DM chez le client, quoi. Je vois, je vois. Parce que par rapport je ne sais pas si c'était avec des hôpitaux, du coup, vous travaillez? Non, nos clients sont des gros laboratoires en fait de pharma, donc c'est directement avec eux. Après, c'est vrai que moi, à mon niveau, comme je te disais, au niveau de la gestion de la qualité de données, je pouvais être en contact avec les sites cliniques, donc qui pouvaient être effectivement des hôpitaux, hein. Et là, effectivement, mais ça se passait par email en fait. C'était plus pour leur rappeler de bien vouloir répondre aux questions qu'on envoie relatives aux cohérences qu'on a vues, quoi. C'était vraiment plus ça Ça que marche. chose. Ok, ok. Et donc, tu n'es pas resté chez Kyantis. What happened? Eh ben, écoute, à un moment donné, j'ai senti que j'avais fait. Alors, il y avait deux choses. Il y avait, ouais, le fait que j'ai senti que j'avais fait un peu le tour du job là-bas. Donc, j'avais envie d'évoluer, d'apprendre un peu de nouvelles choses, de me diversifier. Ça, c'était une première chose. Et la deuxième aussi, c'est que j'avais envie de rejoindre mes données médicales que j'ai tant aimées pendant ma formation. Donc, du coup, sortir du cadre des questionnaires de qualité de vie et rejoindre ce qu'on appelle vraiment les données ICRF en tant que telles. C'est vraiment les données médicales patients qu'on récupère toujours de façon électronique, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'ai choisi de partir et d'essayer de voir un petit peu ce que je pouvais trouver comme autre offre d'emploi dans ce sens-là. Et donc, à partir de là, j'ai cherché et j'ai trouvé quelque chose de très sympa en région bordelaise où je suis toujours actuellement, en fait.
et qui me permettait d'avoir plus de responsabilités, de gagner plus en compétences, tout en rejoignant mes données, mes fameuses données ICRF que j'aimais beaucoup. Ok, ok. Ça, c'était en septembre 2019, ouais. Donc, tu n'as pas démissionné, tu as regardé les offres d'emploi sur la PEC ou je ne sais pas où, et tu t'es relancé dans des entretiens. Ben, c'est ça, j'ai posé, ouais, j'ai commencé à regarder quand j'ai commencé à sentir en fait que j'avais fait un peu le tour de tout ça et que je voulais changer. J'ai commencé à prendre des infos à droite à gauche. À vrai dire, pour être honnête, j'ai pas utilisé la PEC. Dans mes souvenirs, j'ai candidaté directement sur les sites d'entreprise en fait. Et soit je répondais à des annonces d'emploi directement, soit, et c'est comme ça que ça s'est fait pour ce poste-là, j'ai envoyé un peu ma candidature comme une bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'offre disponible sur leur site internet. J'ai envoyé mon dossier par email avec mon CV, une lettre de motivation. Et en fait, ils m'ont répondu très, très rapidement. Ils m'ont fait passer deux ou trois entretiens et puis ils m'ont prise comme ça. Il n'y avait pas d'offre dispo, hein, il n'y avait rien Ok. sur leur site, hein. Donc, comme quoi, c'est toujours bien d'envoyer des spontanés, je pense. Ouais, ouais, le pouvoir des candidatures spontanées, Ah ouais, ouais, t'es ouais. pas la première à me faire ce retour. Ça redonne un peu d'espoir pour ces bouteilles à la mer que vous lancez peut-être à droite à gauche en se demandant est-ce que ça va être lu? Est-ce qu'on va me répondre dans un an merci, votre CV est cool, mais ça ne correspond pas? Et ben génial. Et donc, tu as rejoint ces données ICRF. Alors, la société s'appelle? La société à l'époque s'appelait E-Tech Service et dans l'intervalle, en fait, ils ont été rachetés par Excelia. Donc là, actuellement, c'est Excelia, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce gain de responsabilité que tu as pu avoir? Voilà, les tâches ont changé un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Oui, bien sûr. Donc en fait, là, ce qui était chouette en fait, c'est que c'était moins, je dirais moins compartimenté que ce que c'était chez Kaientis en fait. C'est-à-dire que là, on me donnait une étude et on me disait, ben voilà, tu es responsable de A à Z en fait, depuis sa mise en place jusqu'à la fin, jusqu'au lock, ce qu'on appelle le lock de base, donc là, le gel de données en fait, parce qu'au bout d'un moment, que ce soit en milieu d'essai ou tout à la fin, on va geler les données pour conserver ce qu'on a parce que c'est propre, que c'est clean, comme on dit, et qu'il faut plus que ça bouge. Mhm. Donc là, en fait, ils m'ont vraiment confié tout, mais vraiment tout, tout, tout. C'est-à-dire que autant chez Kaientis, j'étais plus impliquée sur les études en cours de route, c'est-à-dire que je gérais beaucoup les inconsistances, je faisais les rappels vers les sites cliniques, les réconciliations de bases de données. Là, on me donnait l'étude, on me disait, ben voilà, tu vois, l'étude là, elle commence, donc il y a tant de documents à générer, il va falloir que tu t'en occupes, c'est toi qui es responsable. Ah, l'étude, elle est en production, bon, ok, maintenant, il faut que tu montes enfin, il faut que tu regardes la base de données, voir un peu quel est le besoin, voilà, programmer tout ce qui est contrôle de cohérence, enfin vraiment tout de A à Z. Et quand il y avait un gel de base, et ben, c'était pareil, il y avait des documents à gérer, il fallait les gérer, il fallait aussi gérer les données, enfin, il fallait tout regarder, c'était vraiment, c'était pas compartimenté du tout, en fait. Je vois, je vois. Et du coup, en termes de masse de travail, par exemple, pour une étude, est-ce qu'une étude, tu peux travailler à plein temps là-dessus, faire tous ces documents que tu dois faire et tout ça? Ou est-ce que tu jongles entre plusieurs études en parallèle, avec certaines qui ont commencé 6 mois avant une autre? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand je suis arrivée chez E-Tech, il y avait quand même beaucoup d'études. Ils avaient beaucoup d'études à charge, donc il fallait que les gens voilà, soient dispo. Donc moi, de base, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu 6 à 7. Après, ta question, pour moi, elle me fait plus penser à la... En fait, il faut bien prendre en compte la volumétrie des études. C'est-à-dire que une seule étude peut te prendre tout ton temps. Ça dépend de la volumétrie. C'est-à-dire que ça va dépendre du nombre de patients que tu as. Ça va dépendre de ce qui est déjà fait ou de ce qui n'est pas déjà fait. Parce que bah, tu arrives dans une boîte... l'étude, elle n'arrive pas forcément dans la boîte avec toi en même temps, hein. Je veux dire, moi, je suis arrivée, j'en ai récupéré 6 ou 7, mais qui étaient déjà en cours. Donc, je suis arrivée là, je me suis greffée sur le projet, et puis j'ai géré les choses à la suite de la personne qui était là avant moi, en fait. Mais ça peut vraiment dépendre. Là, par exemple, dans ma nouvelle boîte, je suis responsable d'une seule étude, mais mon Dieu, je passe un temps fou dessus. Ça me prend toutes mes journées. Ça me prend toutes mes journées, alors qu'à l'inverse, chez Excelia, j'en avais 6 ou 7. Il y en avait dans le lot, il y en avait peut-être 2 que je touchais une fois par semaine pendant 2 heures, quoi. Ça dépend vraiment de la volumétrie, voilà, de la masse de travail qu'il y a à faire dessus, en fait. C'est vraiment relatif, quoi.
Ouais, ça me fait un peu le parallèle avec mon propre métier, alors qu'il n'a rien à voir, mais voilà, j'ai 35-40 clients. Parfois, je suis sur que 2 clients pendant 3 semaines parce qu'il y a la C'est masse de ça. choses à faire à ce moment-là. Et puis après, bah, dans la même journée, j'aurais jonglé avec 5 clients différents parce qu'il y avait un petit truc à faire par-ci, par-là. J'essaie de... Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment... ouais. Et tu as une préférence, toi? Est-ce que tu aimes bien jongler avec plein de petites études ou est-ce que tu aimes bien être plongé dans un truc vraiment plus important? Je ne saurais pas te répondre en fait parce Whatever. que je suis intéressée par pas mal de choses à vrai dire et autant j'ai apprécié avoir plusieurs études avant parce que j'avais différents champs thérapeutiques donc j'avais par exemple une étude qui était en oncologie, une autre qui était en hépato, une autre en dermato donc c'est super bien à chaque fois parce que tu changes un peu, tu vois d'autres choses, tu apprends d'autres choses aussi. Après c'est bien aussi d'être focus que sur une seule parce que tu as vraiment alors le temps, j'irai pas jusque là parce que j'ai pas toujours le temps de faire les choses super en profondeur, mais disons que voilà, c'est bien aussi de se concentrer sur une chose et voilà, d'approfondir peut-être une thématique. Là, j'avoue que je saurais pas te dire. Je me suis sentie bien dans les deux cas en fait. Donc, Mhm. C'est chouette. Alors, il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir. Je ne sais pas si c'est passé la même chose dans les oreilles des autres personnes qui sont connectées, mais tu parles de dermatologie, d'oncologie, des pathologies, mais trop génial. Donc, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de, bah voilà, comme tu disais tout à l'heure, de compartiment où ça va être plus oncologie ou plus autre chose. C'est très varié autour de la bio. ben oui, c'est après encore une fois, ça dépend pour qui tu travailles quoi. Mais c'est vrai que Euh, moi, là, en l'occurrence, par exemple, typiquement avec ITEC, j'avais la chance d'avoir plusieurs champs thérapeutiques et effectivement, après, c'était soumis à condition, c'est-à-dire qu'on ne te mettait pas sur une étude si le client estimait que bah, tes compétences n'étaient pas assez élevées. Donc là, encore une fois, hop, soumission de dossier. On montre le CV au client, ben voilà, elle a fait ça avant, elle connaît telle chose, elle a expérimenté telle technique. Est-ce que vous êtes d'accord pour la mettre en tant que DM sur votre projet, oui ou non? Donc, ça dépend un petit peu de ça. Après, moi, j'ai eu cette chance énorme voilà, d'avoir des champs thérapeutiques variés où, a priori, les clients étaient satisfaits de mes prérequis et de mon travail ensuite. Donc, c'était chouette. Et, et voilà quoi, mais c'est vrai que non, c'est pas compartimenté. Tu peux très bien être amené à travailler sur de la dermato, comme sur de l'onco, comme sur de l'hépato, comme sur de la gastro-entérro, comme c'est varié, c'est très très varié en fait. C'est génial. Je suis en train de me dire, tiens, mais pourquoi je ferais pas ça? Ah mais écoute, je t'ai vendu le métier là. Mais complètement, tu nous fais du marketing là. Non, mais c'est vraiment top. Ok. Et donc, tu as rechangé de job. Alors, de job, je sais pas, mais au moins de société, tu as fait un dernier Ouais. changement. Bah, même question, hein, pourquoi, comment Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai senti le besoin de sortir de ce truc-là, en fait, comment je pourrais dire ça? La question n'était pas vraiment la même qu'entre Kayantis et E-Tech, c'est-à-dire que là, c'était plus une question de valeur, je dirais. Je me voyais plus vraiment, en fait, dans les valeurs de ma boîte. Et du coup, je me sentais un peu moins bien. Ok. Et comme je te l'ai dit au départ, je ne comprendrais jamais qu'on puisse aller au boulot à reculons. Donc, partant de là, quand j'ai senti qu'il y avait un déséquilibre, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de regarder encore un peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, j'ai rejoint ma nouvelle boîte qui est actuellement donc, est IQVIA, qui est assez connue, je pense, du grand public. Et voilà. Et puis là, c'est top, quoi. Encore une fois, je me retrouve très bien dans ce que je fais. J'ai encore plus de responsabilités qu'avant, ce qui était quand même recherché parce que l'idée, c'était quand même pas enfin, j'avais pas dans l'optique, en fait, de partir comment dire, sans apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire, je voulais pas quitter un poste pour trouver exactement le même ailleurs. Je trouve que ça n'avait pas d'intérêt. En tout cas, pas pour moi, pas à mes yeux. Donc, du coup, j'ai pris le temps, encore une fois, de bien chercher, de bien regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment, est-ce que ça va me plaire, qui est le client, quels sont les domaines thérapeutiques, etc. Donc, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur tout ça. Et Mhm. puis, donc, j'ai fini par trouver chez eux, du coup. Génial. Et je me disais, changer de société pour refaire la même chose, ça peut avoir un intérêt. Alors, je ne sais pas après si Oui, une différence de salaire ou alors le côté géographique. On n'a pas trop parlé de ouais. ça, mais tu as fait plusieurs déménagements. Donc, j'ai vu un peu des infos passer, ça avait l'air folklorique. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour reprendre l'histoire depuis le début, Kayantis, au départ, donc moi, j'ai été embauchée à Saint-Louis, en Alsace.
Et donc, comme je t'expliquais, on n'était que 3 dans le département DM. Tout le reste de la boîte, à savoir à peu près 50 personnes, étaient en gros sur Grenoble. Et puis, il y avait à l'époque, en tout cas au tout début, il y avait la RH sur Paris. Donc bon, là, c'était OK. On était d'accord pour que le département DM reste à Saint-Louis jusqu'au jour où, pour X raisons, on s'est retrouvés en télétravail, en fait, mes 2 collègues et moi-même. Donc là, effectivement, j'étais toujours en Alsace. Et après, quand j'ai cherché à partir de là, donc je trouvais rien vraiment qui fonctionnait, en tout cas, ou alors je trouvais des choses qui fonctionnaient, mais on me rappelait pas. Donc du coup, j'ai entre guillemets pris l'initiative d'élargir finalement le champ de possibilités géographiques. C'est ce qui fait que je me suis retrouvée donc en région bordelaise pour aller chez E-Tech. Et donc là, en ayant changé encore une fois, une deuxième fois, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que toute mon équipe est en Afrique du Sud, donc autant te dire qu'il est hors de question que je déménage en Afrique du Sud. Pourtant, Ouais, c'est non, non. super beau, paraît-il. Pour les vacances quand tu veux, mais pour le boulot, bon, voilà, c'est pas dans mes projets, disons. Et en tout cas, voilà, là, du coup, je suis toujours en région bordelaise, mais en télétravail à 100%. Ok. Ah, en télétravail. C'est ça. Excellent. C'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as demandé ou c'est ce qui t'est proposé de base? Bah écoute, c'est ce qui était de base proposé. Après, moi, j'y voyais pas d'inconvénient parce que j'ai toujours été assez autonome. Ça m'a jamais trop dérangé en fait de bosser toute seule. C'était pas vraiment un problème. Autant je suis contente de voir des gens, autant de travailler seule de chez moi, c'est vraiment pas un souci. Donc ça me convenait. Ça me convenait tout simplement, encore une fois. Et puis là surtout, les perspectives du boulot me convenaient beaucoup aussi. Donc c'est ce qui a fait que j'ai opté pour ce nouveau job. C'est confinement compatible. Ouais, ça aussi. Ça aussi, oui, oui. Mais après, c'était pas, comme dit, c'était pas l'argument premier, hein. Je cherchais pas à tout prix un boulot en télétravail, hein. C'est vraiment que voilà, Ouais, le job me convenait et puis les conditions étaient bien. Donc, pourquoi refuser, quoi. ouais. C'était Ouais. chouette. Tu viens de parler de perspectives. Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors pour l'instant, j'ai quand même commencé très récemment dans ma nouvelle boîte, hein. Donc là, pour l'instant, je m'y accroche dur comme fer parce que c'est un super boulot dans de super conditions et que j'aime beaucoup ce que je fais. Après, en termes de perspective, on va dire d'évolution professionnelle en tout cas, je me laisse, on va dire, les 2 prochaines années, mais je pense à un moment donné essayer de passer plus peut-être sur de la gestion de projet. C'est-à-dire sortir du DM que j'aime beaucoup, hein, que j'adore, mais voilà, ça me plairait d'avoir limite peut-être une idée encore plus globale, tu vois, de l'essai clinique, de devoir gérer peut-être encore autre chose que des données. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple, le budget de l'étude, typiquement, tu vois, ça, c'est des choses que je sais pas faire. Ben, pourquoi pas regarder un peu ça et puis plein d'autres choses, plein d'autres choses qui sont toujours liées aux essais cliniques, mais voilà, Oui, mais toujours tes un collègues poste. qui gravitent autour de ces études, voilà, tu as ce bout donné, alors qu'il doit être sûrement Ouais. un gros bout, mais il y a plein d'autres choses autour. Oui, il y a plein de choses, mais voilà, spécifiquement la gestion de projet, pourquoi pas? Je trouverais ça super chouette. Si j'avais la possibilité, là, dans les 2 ans à venir, on va dire, de basculer là-dessus, ce serait top. Ok, Ce serait top. eh ben, je te le souhaite. Ah, merci. Le temps défile et défile. Avant d'accueillir les questions s'il y en a, est-ce que, ouais, je sais pas, est-ce que tu as envie de faire passer un petit message, un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Alors, oui, je pense que j'en ai un en particulier parce que je l'ai vécu moi-même, en fait, tout simplement. Moi, personnellement, je ne sais pas comment le vivent les autres, mais moi, personnellement, quand j'étais à la fac, j'estime aujourd'hui, avec le recul, que j'ai pas forcément eu les bonnes informations. C'est-à-dire que c'est un grand classique, en fait, hein, mais les profs là-bas nous disent toujours, en gros, que bah, voilà, le CNRS, c'est la voie obligatoire quand tu as fait une thèse, quand tu as fait un master, que tu vas forcément finir ta vie là-dedans, etc. Et par rapport à ça, par exemple, un truc anecdotique, mais complètement anecdotique, mais moi qui m'a terriblement stressée quand j'étais en licence, c'est de me dire, oh mon Dieu, j'ai pas été acceptée dans ce module-là de génétique, c'est fini, je ferai pas de génétique de toute ma vie. Mais alors ça, mon Dieu, mais c'est une hérésie ce truc-là. C'est une hérésie, mais tellement profonde. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Alors ouais, effectivement, tu n'as pas fait ton module de génétique niveau 1 en M1, bon, ok, on ne t'acceptera pas dans le niveau 2 en M2, mais quand tu sors de ça, la vie réelle, en fait, en entreprise, c'est absolument pas ça. Les gens qui te font passer les entretiens, ils ne te demandent pas quel module tu as fait à telle année de fac et si vraiment tu as obtenu une bonne note à ce module-là et machin. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ce qui est regardé. Ce qui est regardé, c'est plutôt
C'est, c'est plutôt ton parcours dans la globalité, ce que tu as fait, ce que tu sais faire, ce que tu vas être capable de faire. Mais ça va plus être, j'ai plus le feeling que c'est lié en fait aux compétences limite transverses, quoi. C'est-à-dire, tu as fait une thèse, bon, ok, tu es capable de gérer un projet du coup. Tu es même capable d'en gérer plusieurs en même temps. Bon, bah, du coup, tu peux fitter avec notre boîte, tu vois. Mais le coup de dire, j'ai pas fait ce module-là, c'est terminé pour moi, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Voilà, c'est mon mot de la fin. Je ris parce que je me souviens de ces moments où on Ah choisit des oui, non, options, mais on a l'impression que ça va décider de tout le reste de notre vie. Oh, qu'est-ce qu'on s'en balance, je sais même plus non. quelle option j'ai choisi quand, quoi, où. À la Ouais, rigueur, c'est ouais, non, à la rigueur, l'intitulé du diplôme, mais alors les oui, détails de est-ce que tu as fait 2 heures éventuellement. par semaine pendant le deuxième semestre sur tel truc, voilà, on s'en Ouais. sort de là en 40. Excellent, mais merci pour ce mot de la fin. Mesdames et messieurs, everybody, c'est à vous, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions? Et alors, franchement, je me suis retenue parce qu'il y avait plein de questions que j'avais envie de poser que je n'ai pas posées pour vous en laisser. Sinon, c'est quand même pas drôle. Alors. Asia, Bosco, Chama, Christophe, Erwan. Oh, c'est mignon, ça. Excusez-moi. Caddy, j'ai tout. Oh, j'aime bien. Euh, Majou, Pauline, Saline, Samia, Thomas, Violaine. Alors, ben, j'ai une question qui déboule, mais pas dans le fil général, en fil perso. N'hésitez pas à mettre pour tout le monde, hein. Asia me dit, il y a Chama. Chama, tu voulais poser une question? Ah, mais oui, Chama. Tu Oui, as mis ta oui, salut caméra. Bonjour Delphine, Chama, salut comment tu vas? Delphine, coucou, ça va bien et toi? Bah, écoute, Merci. super. Merci d'allumer Merci. ton micro-caméra, c'est chouette. Je Oui, te laisse avec la plaisir. parole. Merci à vous deux aussi pour le résilience d'aujourd'hui. Et du coup, ça m'a intéressée. Je suis allée voir la formation, la brochure de la formation proposée. Et je voulais demander à Delphine, du coup, si la formation en SAS, elle était dure ou pas, et si dans son travail aujourd'hui, elle utilise SAS ou pas. Alors, la formation en SaaS, je crois que c'est le truc le plus génial des 7 semaines que j'ai pu faire. Honnêtement, j'ai adoré. Après, c'est perso, hein. Moi, j'ai Mm. surkiffé la programmation. Je trouve ça absolument génial, tout ce que tu peux D'accord? faire avec. Non, elle est pas dure parce que tout simplement, elle est bien expliquée et les personnes qui te l'expliquent, en fait, ont vraiment vont vraiment t'expliquer depuis le départ bien, vraiment tout bien. Donc, vraiment, t'en fais pas pour ça. Je sais pas si t'es parti pour cette formation ou pas. Je viens de la découvrir, je vais me renseigner. Et du coup, tu l'utilises dans ton travail aujourd'hui au quotidien, SAS, Alors, ou pas? j'ai pas eu l'occasion, en tout cas chez Equvia, dans ma dernière société, de l'utiliser. Chez ITAC un peu plus, mais pas autant que ce qui a été enseigné dans ma formation, mais tout simplement parce que quand je suis arrivée chez ITAC, les programmes ça, c'était déjà fait. Donc, il n'y avait pas de besoin, si tu veux, à ce niveau-là. Par contre, c'était super d'avoir les bases, en revanche, parce que, bah, tu vois, typiquement, quand tu as un programme qui plante, euh, tu peux, voilà, tu sais plus ou moins regarder. Encore que là, j'avoue que je me suis beaucoup fait aider de mes collègues à l'époque parce que tout simplement, il y avait des choses que je connaissais pas encore, hein. Ça reste une formation de 7 semaines, donc j'avais pas tous les tenants aboutissants de la programmation non plus. Oui, Mais en tout cas, voilà, ça peut être très utile, effectivement, quand tu tombes dans une boîte où tu as des programmes qui sont faits, par exemple, et oui, qu'on te demande voilà, que ça tourne pas correctement, tu as plein d'erreurs, ça peut être bien de savoir comment ça marche à peu près, quoi, au moins les bases, on va dire. d'accord, merci. Et une dernière petite question, je peux, Delphine? Ah oui, oui, vas-y, Merci. c'est fait Du pour coup, ça. merci beaucoup. Du coup, toi, tu es sur la région bordelaise. Est-ce que tu as une idée sur le marché dans ce secteur d'activité-là, sur Toulouse? Parce que je sais que dans le secteur pharmaceutique, c'est assez difficile quand même en région toulousaine. Est-ce que tu as une idée par rapport à ce métier-là? En région toulousaine, je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout. Par contre, après, je pense que, enfin, moi personnellement, quand je suis partie de d'ITech, ça n'arrangeait personne parce qu'il y a beaucoup d'études à gérer, que bien souvent on n'est pas assez. Donc, en région bordelaise, peut-être plus. Après Toulouse, je suis vraiment désolée, je ne D'accord. saurais pas te répondre. Ok, mais merci beaucoup. Merci Delphine et Avec plaisir. Delphine. Merci à À toi, Chama. bientôt. Au revoir. Génial. Hello, Christophe. Je vois que ta vidéo est allumée. Il ne manque plus que le micro. Voilà. Et la parole est à toi. Bienvenue. Comment tu vas? Bien, merci, merci. Je voulais vous remercier encore pour Résalliance et pour toutes ces opportunités qu'on a de découvrir et d'autres personnes et d'autres parcours. Moi, j'avais posé,
Merci. Moi, j'avais plus des questions par rapport au télétravail, en fait, parce que, en fait, on a vu avec le Covid que le télétravail dans ce secteur ou dans d'autres secteurs, parce que moi, je m'intéresse plus à la propriété intellectuelle, en fait, donc c'est totalement autre chose, mais le télétravail se développe de plus en plus. Je voulais savoir, est-ce que vous devez voir votre entreprise, par exemple, tous les 15 jours ou quelque chose comme ça, ou vous êtes vraiment 100% de télétravail sans déplacement? Alors là, pour le coup, je suis 100% télétravail, mais comme j'expliquais tout à l'heure, ça se justifie par la distance parce que mon équipe est en Afrique du Sud. Donc Mhm. forcément, s'il n'y a pas de vrai besoin, on va dire, de réunion, ce qui ne sera a priori jamais le cas, hein, parce qu'en plus, on a des outils techno qui nous permettent de communiquer vraiment très bien en distanciel. Il Mhm. n'y a aucune raison a priori que j'aille les voir. Après, ça peut dépendre des contrats. Moi, par exemple, chez Cayentis, c'était une condition, c'est-à-dire que on était enfin, que ce soit au moment où on était à Saint-Louis toutes les trois ou bien après coup quand on a été répartis en télétravail, dans le contrat, il était toujours inscrit on devait descendre à minima, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était 3 jours tous les 2 mois, quelque chose comme ça, minimum pour garder le lien avec les équipes. Donc là, je pense que ça va beaucoup dépendre de la politique de la boîte en fait, hein. Mm. Parce qu'en fait, on a beaucoup enfin, dans le domaine que j'aimerais expérimenter maintenant, c'est que c'est des boulots qui se prêtent beaucoup au télétravail. Mhm. Et bon, c'est majoritairement localisé à Paris. Et maintenant, les boîtes parisiennes essaient de chercher d'autres gens. Mais étant donné que c'est Paris, il y a beaucoup de réticence parce que, bon, dépenser les trois quarts de son salaire dans le loyer parisien, c'est toujours un Ouais. souci. Et donc, je voulais savoir, oui, un petit peu comment ça se passait en télétravail. Donc, 3 jours et je pense ils vous payaient le transport, du coup, pour que vous vous déplaciez à l'entreprise et tout ça. Oui, oui, oui. En fait, tous les frais étaient pris en charge, que ce soit transport, logement, même, oui, même alimentaire, en fait. Mais là, en fait, j'avais les tickets restaurants, donc Oui. ça passait dedans, en fait, hein, c'est logique. Mais oui, oui, globalement, les frais étaient pris en charge, effectivement, ouais. Ouais. Et vous descendiez vraiment juste pour tout ce qui est nouvel contact, mais je pense que vous avez quand même des grosses réunions où c'était assez regroupé. Oui. Oui, bah, après, l'intérêt, c'était ça aussi, effectivement, au-delà de ne pas perdre le contact avec les gens, c'était de tant qu'à faire, mettre les réunions importantes à ce moment-là pour que ben, voilà, les différentes équipes puissent se concerter sur les projets à venir ou sur les difficultés techniques qu'on a pu rencontrer, etc. Effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ok. Bon, ben, pour moi, c'était tout. Ouais. Merci. Alors, Christophe, je suis, alors je ne suis pas l'objet de l'échange, mais donc je fais du télétravail aussi, c'est une façon complètement Mhm. différente de travailler, donc peut-être que ça peut t'intéresser. Je suis en consulting, concrètement, moi pour travailler, il me faut un ordinateur Word, Excel, de quoi faire des visios ou des coups de téléphone, donc voilà, complètement télétravail compatible. Mhm. Et en fait, dans la société où on est assez libre, en fait, où on donne des recommandations. Alors, jusque la dernière date, là, je ne sais plus, peut-être le 9 juin, on nous recommandait de venir en agence un jour par semaine et d'être 4 jours en télétravail. Et Ok. donc là, on a switché, comme voilà, on a un peu moins de restrictions. On nous recommande, pareil, de venir en agence entre 2 et 4 jours par semaine. Et on organise semaine par semaine comme on veut. Le jour où tu veux lancer ta lessive, tu dis bah, je reste chez moi, ça m'arrange. Et pour ce qui est de garder le contact avec l'équipe de travail, Mhm. nous, ce qu'on a mis en place, c'est on a des visios tous les jours. Alors, il y en a qui durent 10 minutes, il y en a qui durent 40 minutes. Quand on a plein de questions techniques à notre manager, voilà, c'est un peu plus long, un peu plus sérieux. Et puis, il y a les fois où on Mhm. n'a pas grand-chose à dire, on se raconte notre week-end, c'est le Oui, moment oui. social de la journée. Ok. Et puis voilà, donc ça te donne une vision complètement différente de ce que peut être le télétravail dans une société Non, qui n'a parce rien. que l'idée, c'est que je pense que le télétravail, ça m'irait bien. C'est juste pour le faire dire quelquefois à l'employeur, parce qu'en fait, je veux juste pas aller en région parisienne. Moi, Ouais. géographiquement, j'aime bien rester dans l'endroit où je suis un petit peu. Ça se Donc, négocie, hein. Alors ouais. après, il faut être à l'aise avec ça, etc. Mais Mm. voilà, c'est une question que tu peux poser, puis ça se démocratise. Voilà, merci. Avec le Covid. C'est clair. Il y a aussi des opportunités qui s'en dégagent. Ok. Est-ce que tu avais Ok. d'autres questions, Christophe? Non, pour moi, c'était tout. Bah, merci en tout cas, et puis bonne Merci à toi. continuation pour la suite, hein, en tout cas, et voilà. Bah, Ben, Merci, merci c'est très beaucoup, clair. Christophe. à toi également. Merci beaucoup. Alors, on a une question dans le chat. Bonjour les Delphines. Bonjour, bonjour. Problème de caméra. Eh bien, on s'en passera. Alors, Delphine, je te lis la question. Au départ, dans la recherche de la formation ou de la reconversion après la thèse, est-ce que vous vous êtes, on se tutoie, hein, est-ce que tu Oui. t'es renseigné sur la formation d'attaché de recherche clinique, donc ARC?
Et si oui, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce métier-là? Alors, pour ça, je pense que je devrais peut-être te mettre en contact avec d'autres personnes parce qu'à vrai dire, la formation ARC se tenait en même temps que celle de Data dans le même organisme. Donc, en fait, ce qui se passe dans cette formation-là, c'est qu'il y a un tronc commun où ARC et Data vont apprendre les bases du développement du médicament. En gros, ça va durer une semaine, c'est la première semaine, et les 6 semaines restantes, c'est spécifique. Donc, il y a les gens qui veulent faire ARC, qui se sont inscrits pour ARC, vont faire la formation ARC et les autres en data, comme moi, du coup. Et bon, moi, je savais que j'avais regardé un peu les deux profils au départ, ne sachant pas quoi faire. Et j'ai directement eu le coup de cœur pour data. Donc, j'ai pas poussé plus que ça en termes d'informations précises ARC. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est la même durée de formation puisque ça se passe en même temps que le data. Donc voilà, après, pour avoir une opinion peut-être un peu plus appuyée, je peux peut-être voir pour te mettre en contact avec d'autres personnes qui ont fait ARC en même temps que moi, éventuellement, ça peut être utile, ou même après moi d'ailleurs, j'en ai connu. Ouais. Donc, Mais moi, j'ai une super idée, hein, et avec Asia, on voulait faire ça, une interview Résilience avec un arc. J'avais déjà demandé à quelques mais contacts. je pense que ça peut être d'intérêt. Voilà, ça m'écrit on ne travaille pas ensemble pour rien. Voilà. On va attraper un arc en plein vol et on va faire une interview Résilience. Après, bon, évidemment, faites des mises en contact. Il n'y a pas que Résilience non plus. Mais oui, voilà, ça faisait un moment qu'on voulait ce C'est une profil-là. très bonne idée, je pense. Merci. Bon, c'est pas la première fois que ça nous est, entre guillemets, demandé. Et j'ai Oui, oublié de poser la j'imagine. question de Majdoub qui était en fait merci avec le petit smiley qui fait un bisou. Voilà, c'est important. Ok, est-ce qu'on a... Alors moi, je vais essayer de retrouver la question qui m'a été posée en perso et pas dans le fil général. J'arrive à mettre la main dessus. Oui, alors je vois, c'est vraiment bizarre, j'ai un petit souci de messagerie, on dirait, je vois pas qui a posé cette question, bon, c'est pas grave. Alors, la question est, et je me la suis posée aussi, pendant ton année plus ou moins et demie de chômage, tu as dit que tu avais envoyé plein de CV. Oui. À qui tu cherchais quoi en fait? Parce qu'on ne sait pas ce qui te traversait dans la tête à ce moment-là. Alors, à quoi, à qui? Bah, comme j'étais pas, j'ai pas, comment dire, j'ai quand même mis 1 an et demi à bien me décider. Les candidatures sont parties un peu partout. Alors, il y a eu différents types de candidatures. Il y a eu les candidatures où j'ai vraiment eu le doute parce que je voyais que rien ne revenait et je me suis dit, mais j'aurais dû rester dans le postdoc. J'ai eu un petit moment de panique. Donc, j'ai renvoyé par acquis de conscience, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est rassurant de savoir qu'on fait quelque chose et que voilà. Donc, il y a eu ces candidatures-là qui sont parties vers des labos de recherche publics, finalement, qui n'ont pas forcément donné de retour, sauf un. Mais il fallait encore une fois chercher un financement, il n'était pas en place, donc il y aurait eu encore des mois de latence. Bon, ça, c'est une chose. Il y a eu d'autres types de candidatures qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je recherchais, qui étaient là pour, comment dire, simplement me faire rester active. À savoir, je savais que j'étais au chômage, je savais que je réfléchissais à quelque chose de plus précis. Donc, j'en avais un petit peu marre de rester chez moi. Donc là, c'était des candidatures de tout et n'importe quoi. Donc, vendeuse dans des boutiques de fringues, dans des agences de voyage, dans des cours particuliers, hein. C'est aussi sur mon CV, ça, les cours particuliers. Il y a eu ce deuxième type de candidature. Et le troisième type de candidature, c'est ce qu'il y a eu donc avant ma formation, c'était vraiment de me rapprocher des laboratoires pharmaceutiques. Donc là, j'ai vraiment envoyé des candidatures sur des gros labos en réponse à des annonces de job ou bien en spontané. J'en démords pas, le spontané, ça peut marcher. Donc voilà, là, c'était vraiment les trois grands types de dossiers que j'ai envoyés, c'était ça, quoi. Où évidemment, j'attendais beaucoup du dernier type, hein, forcément, puisque c'était ce que je cherchais à rejoindre. Finalement, je savais que je voulais aller là-dedans. Après, j'essayais, je tâtonnais un peu avec les postes. Je postulais à rien de précis. Il n'y avait pas un intitulé de poste auquel j'envoyais spécifiquement des candidatures. Je regardais ce qui matchait en fait avec mes compétences acquises, notamment en thèse. Et je me disais, OK, je vais le tenter. De toute façon, au pire, bah, c'est non. Et puis voilà quoi. Exactement. Au pire, on a un nom et tout le monde s'en remet très bien. Mais c'est ça. Personne n'est jamais mort d'avoir reçu un non. Par contre, si on reçoit un oui, là, ça peut tout changer. C'est Oh, ça. c'est un beau petit mot de la fin, ça. Je vois qu'il est 14h00. C'est le moment où tu nous raccroches au nez, Delphine, ou ça va pour quelques Non, secondes? ça va, t'inquiète Ça pas. va. Je suis pas à la minute. Il faut que je reprenne. Bref, alors, sauf si à moins qu'il y ait une dernière question. Alors, a priori, non, je ne vois pas de vidéo qui s'allume ou de questions qui débarquent dans le chat.
on peut peut-être en rester là. En tout cas, moi, je retiens deux choses. En fait, j'en retiens beaucoup plus que ça, mais on a tous autre chose à faire de notre journée. J'ai bien remarqué, tu as pris le temps de réfléchir. Tu as eu cette année et demie, alors même si tu as été Ouais. active avec petit job de recherche et tout, mais c'était quand même beaucoup de réflexion, de voir ce que tu avais envie de faire ou pas, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Moi, alors je prône ça, c'est peut-être un peu bizarre de le dire de cette façon, mais je pense que c'est vraiment important. Et puis voilà, les candidatures spontanées, comme tu l'as dit, ben ça a tout changé. Ça Et marche. oui, ça fonctionne, hein. Ça Génial. fonctionne, je confirme tout à fait. Trop bien, trop bien, trop bien. Eh bien, les amis, je vous propose d'en rester là. La France nous attend, hein. Allons mériter nos salaires pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, alors grosse méga pensée, soutien de ouf aux gens qui doivent être en train de rédiger leur thèse ou en deuxième Ouais. année de thèse ou même en master. D'ailleurs, je ne connais pas toutes les personnes connectées. En tout cas, on pense fort à vous. On vous fait des gros bisous, bonne continuation et à bientôt pour le prochain Résalliance qui sera animé par ma merveilleuse binôme de feu Asia. Merci à toi Chama et puis Delphine, un gros merci encore, j'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Ah, mais avec plaisir. Pareil pour moi, tout pareil. Et puis super initiative. Je le dirai jamais assez. Merci beaucoup. Merci, merci. Gros cœur, hashtag love, bisous à tous et on raccroche. Bye tout le monde, salut Allez, bye bye. rédigez tout, bye, Salut. see you later.